Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief de ce dernier Grand Prix de la saison 2021. Il s'est passé petites choses quand même sur ce dernier Grand Prix, mais je dirais que la course a été assez linéaire et pas forcément la plus passionnante de cette saison 2021. On va revenir bien entendu sur le bilan des Bleus, on fera un top et flop. Je rappelle également qu'il y aura une vidéo avec de cérémonie, un petit peu ma propre cérémonie de récompense de prix pour cette saison 2021 de MotoGP. C'est écrit, maintenant faut que je commence à préparer l'habillage de cette cérémonie parce qu'il y a un petit habillage particulier. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire. Et puis on fera de toute manière le bilan équipe par équipe de la MotoGP. Donc ça, c'est pas encore écrit, mais je vais l'écrire cette semaine, donc ça sera commencé d'enregistrer, je pense, à partir de peut-être du 24 novembre, 25 novembre, ça dépend, parce que là, il va y avoir les Black Friday, il faut que je m'achète un ordinateur, donc il se peut que ça soit un petit peu après, mais d'ici début décembre, les premières vidéos arriveront pour le bilan de l'année en MotoGP. On commence tout de suite. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Grand Prix donc qui se déroulait du côté du circuit Ricardo Tormo, circuit donc de Valence, qui a rarement donné des courses ultra passionnantes. Sur cette piste à Valence. Pourtant c'est un circuit qui est très intéressant, il y a des passages qui sont très compliqués, notamment le premier virage, notamment le virage 13 qui est très difficile aussi, mais il y a vraiment des enchaînements sympas. Mais il n'y a jamais eu des courses passionnantes. Et puis ce Grand Prix 2021 fait pas vraiment figure d'exception. On sait pas. Moi, je me suis pas amusé énormément à regarder cette course. Il y avait bien entendu l'hommage à Valentino Rossi. Valentino Rossi qui prenait le départ de son 432e et dernier Grand Prix normalement en MotoGP, à part s'il décide de revenir à un moment. Voilà, retraite de Rossi, forcément ça marque un coup. Je ferai une vidéo spéciale Rossi, je vais essayer de la faire cette semaine. J'ai beaucoup de vidéos en attente, hein. C'est vrai que la panne internet ça m'a quand même bien fracassé au niveau du planning. Donc j'ai une semaine très chargée de préparation de vidéos et d'enregistrement. Donc on reviendra sur la carrière de Rossi, sur ce qu'il a apporté énormément à la MotoGP dans une vidéo. Mais je trouvais que l'image de Rossi, je reste un petit peu sur ma faim sur le match de Rossi. Surtout que Dovizioso la veille, samedi, nous avait dit vous allez voir, on a prévu un truc sur la grille et bon, au final, il n'y avait rien sur la grille de départ, ou soit j'ai raté, mais je crois pas. Et puis, bon, il y avait cette fresque sur le circuit de Valence, ça c'était sympa. Il y avait du monde dans les tribunes et tout le monde était acquis à la cause de Valentino Rossi. L'arrivée, c'était quand même sympa, notamment Morbidelli, Banaya, qui saluaient, tous les pilotes MotoGP qui ont salué Valentino Rossi, mais j'aurais peut-être voulu plus, c'est-à-dire qu'ils nous ont quand même fait une cérémonie pour Fabio Quartararo où on avait foutu de la thune pour notamment animer un diable en 3D, qui, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Mizano, mais qui n'était pas à mon goût excellent, hein, c'était un peu une idée à la con. Là, on aurait pu quand même faire un truc avec des feux d'artifice, faire un peu plus costaud dans l'hommage à Rossi. Alors, il a été intronisé le soir même dans le Hall of Fame de la MotoGP, mais je dirais qu'on a presque fait le service minimum, quoi. Vu la carrière de Rossi, vu ce qu'il a apporté à la MotoGP, je pense qu'on aurait pu faire plus. La note du Grand Prix, moi j'ai mis 10 sur 20 pour cette course. Elle ne m'a pas passionné plus que ça. J'ai pas pris énormément de plaisir à regarder ce Grand Prix, pour tout vous dire. Et pour vous dire, c'est même le week-end complet que j'ai pas énormément apprécié. Je pense que c'est même le Grand Prix avec la moins bonne note cette année. Le Grand Prix de Valence, 10 sur 20, je crois que c'est la moins bonne note de cette saison. Ouais, j'ai pas pris de plaisir. J'ai pas pris de plaisir parce que on s'est retrouvé avec une course très linéaire. Bon, les Ducati étaient au-dessus. Alors ça a été un peu la surprise du vendredi, c'est de voir que Ducati était en forme, mais sur une piste qui ne leur a jamais vraiment convenu. Mais ensuite, une fois que Martin et Banaya se sont échappés,
il s'est pas passé grand chose, quoi. On voyait que Mir pouvait pas jouer la gagne à la régulière. On voyait Quartararo, Zarco, ils étaient quand même un temps en dessous. Donc, ouais, c'était. Puis derrière, il n'y avait même pas énormément de bagarres dans le milieu du peloton, en fait, dans le milieu du paquet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que 10 sur 20, parce que je n'ai pas pris énormément de plaisir. C'est je pense, la course vraiment où je me suis le plus ennuyé cette année. Il y a peu de courses de MotoGP où je me suis ennuyé, mais j'ai mis 10 sur 20 parce qu'il y a quand même eu quelques petites choses. Et puis, il y avait quand même le départ de Rossi, mais comme je vous ai dit, même le départ de Rossi était service minimum. Mais en F1, pour l'animation qu'on a eue en piste, parfois sur ce week-end, j'ai parfois mis moins. Donc j'ai presque été gentil avec une note de 10 sur 20. On va passer au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Johan Zarco. Plutôt bon week-end de la part de Johan Zarco, mais il y a un sentiment... peut-être qu'il aurait pu faire mieux. C'est fou parce qu'il finit quand même bien, hein, cette année 2021. Il a fini mieux que le milieu de saison qui a été compliqué, mais malgré tout, on sent qu'il pouvait aller chercher, je pense à un moment, Fabio Quartararo, et qu'il a un peu souffert en fin de Grand Prix. Et puis surtout, il attendait à monter sur le podium ou au moins être top 5. Je pense que c'était vraiment son objectif. Il fait 6e, battu également par son équipier. Donc en termes de résultats, c'est pas mal, 6e. Mais vu que les Ducati ont été vraiment au-dessus, c'est un peu triste pour Johan Zarco. Ça montre qu'il y a encore du travail à faire du côté du pilote français de la Ducati, même s'ils ont fait une belle année. Je trouve que ça se finit quand même un petit peu, je dirais pas en eau de boudin, parce que la fin de saison a quand même été pas mauvaise. Il fait 5, 5 et 6 sur les 3 derniers Grands Prix, mais il y a eu un tel trou noir en Autriche, à partir de l'Autriche, Grande-Bretagne, Aragon, jusqu'au Grand Prix des États-Unis, que c'est vrai que voilà, on reste un peu sur notre fin. Je dirais que c'est le terme que j'emploierais du côté de Johan Zarco, c'est que je reste un petit peu sur ma fin sur son année. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Pour tout vous dire, même, il n'aura pas de prix dans les awards. Les awards étant déjà écrits, je peux déjà vous le dire, il n'y aura pas de prix avec Johan Zarco, il n'est même pas nommé, en fait. Parce que j'ai pas trouvé une catégorie, j'ai fait des catégories assez... c'est normal, quoi, hein, il n'y a pas de catégorie surprenante, cette cérémonie, mais j'ai pas trouvé un secteur où il avait été excellemment fort, où on pourrait se dire, ah bah oui, il a vraiment été bon dans ce domaine-là, et c'est vraiment... il peut être dans les nommés. Même s'il fait une année intéressante, mais il manque quand même des petits paramètres pour Johan Zarco. Sur ce Grand Prix, c'est un peu le résumé de sa saison, c'est-à-dire que c'est pas mal, mais il y a un moment dans le... Alors déjà, il prend un très mauvais départ, ça aussi, il va falloir régler, parce qu'il a eu quasiment toute l'année, il n'a pas fait un départ excellent. Là, c'est vrai qu'il se retrouve 10e après le premier virage, donc c'est assez compliqué quand même. Et puis, il a eu un début de course où il a eu du mal à se mettre dans le rythme. Et ensuite, il y avait vraiment un moment où il roulait très fort. Et puis en fin de Grand Prix, paf, ça a un peu de nouveau décroché. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Du côté de Fabio Quartararo, une fin de saison difficile, un petit peu comme l'année dernière quand même, pour Fabio Quartararo. C'est-à-dire depuis qu'il est champion, tu te dis que heureusement qu'il a été champion du monde à Misano, parce que l'écart de points aurait pu être plus resserré avec Pecco Bagnaia. Là, il finit 5e. Mais sans avoir eu des très bonnes sensations pendant tout le week-end. Il a eu des problèmes avec son pneu avant pendant tout le week-end. Ça a été un petit peu compliqué pour le pilote français. On sent qu'il y a quand même Alors j'espère que ça va se régler, parce que sinon la saison 2022 peut être un petit peu compliquée avec Yamaha. Mais on sent que il a envie que les choses bougent chez Yamaha, et qu'il espère que son statut de champion du monde va permettre que certaines choses se transforment, ou au moins qu'on travaille beaucoup plus peut-être chez Yamaha, et notamment le moteur. C'est un vrai problème du côté de chez Yamaha, mais aussi parfois l'inconstance de ce châssis. Alors ça c'est un peu moins vu cette année que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, parfois il pouvait gagner, et puis le week-end d'après ne pas être du tout dans le coup selon les circuits. Là, ça a été beaucoup plus cohérent quand même pendant toute la saison. On a vu notamment à Misano, ça a été parfois compliqué. Et cette fin de saison où il a eu du mal à accrocher les top 5 quand même. Ça a été un peu difficile. Là, si Alex Rins finit le Grand Prix, il est
6e et assez loin de Joan Mir, quand même, je trouve. Alors il revient un peu en fin de course, mais je trouve qu'il était assez loin en termes de rythme pendant un moment par rapport à Joan Mir. Voilà, il faudra, parce qu'à l'arrivée il y a seulement 2 dixièmes, mais à un moment en course l'écart était un peu plus important. Mais ouais, Fabio Quartararo, ça a été une course difficile, et puis je pense qu'il n'a pas pris énormément de plaisir sur la moto ce week-end. On passe tout de suite aux pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Francesco Pecco Bagnaia, vainqueur ce week-end. Quelle deuxième partie de saison quand même de Bagnaia. C'est-à-dire qu'il a vraiment été très très fort sur cette deuxième partie de saison. C'est lui qui a marqué le plus de points, avec 4 victoires, une deuxième place et une troisième place, à part le Grand Prix de Silverstone, je dirais qui a été un peu plus compliqué, et le premier Grand Prix en Styrie. Mais sinon, il a vraiment fait du bon travail. Il échoue à un peu plus de 25 points de Fabio Quartararo. Mais voilà, il a fait vraiment une très très bonne fin de saison. Il gagne 4 courses sur les 6 derniers Grands Prix, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et à part son abandon à Misano, où il aurait pu monter sur le podium, sinon il aurait fait 100% de podium sur ces 6 derniers Grands Prix. Et puis, il a vraiment franchi un cap cette année. Ça, c'est vrai que c'était. On pensait pas en début de saison que Bagnaia serait vraiment l'adversaire numéro 1 de Quartararo. C'est-à-dire quand on reprend même les bilans que j'ai fait l'année dernière, je dis que je pense que Jack Miller sera un adversaire et pas Pecco Bagnaia. On s'aperçoit quand même qu'il y a 70 points entre les deux au championnat, entre Bagnaia et Miller, et qu'il a été le pilote le plus dangereux pour Fabio. Parce que si il n'y a pas Bagnaia, il gagne le championnat avec 70 points d'avance, Fabio. Enfin, c'est extraordinaire la marche qu'il a eue, et la domination qu'il a eue sur la première partie de saison. Donc, et même sur une grande partie de sa saison, parce qu'il a fait aussi des deuxièmes places en deuxième partie de saison. Mais je trouve que Bagnaia était très très fort. C'est vrai que en plus c'est une victoire de Ducati sur un circuit qui ne convenait pas à Ducati, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Je continue avec Brad Binder, qui fait 7ème. Derrière, on va dire, les Ducati et Quartararo et Mir. Il a quand même défoncé Oliveira sur cette deuxième partie de saison. Et du côté de Brad Binder, moi j'ai bien aimé sa course. Il a quand même été agressif, mais il a fait vraiment une course intéressante avec la KTM. Bon, c'est dommage que KTM cette année se soit planté. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Et puis il a souvent fait des meilleures fins de saison que des débuts de saison. Brad Binder, notamment chez KTM en Moto 2, il avait très très bien fini. Pas hyper bien débuté, et ça a souvent été comme ça sur ces saisons. Il est très très fort en fin de saison, Binder, je trouve. Bon, c'est mon avis. Et c'est vrai que là, il a fait ce qu'il fallait. Brad, sur cette course, il n'en a pas trop fait. Un peu à un moment dans le premier virage, mais enfin dans le premier tour de course plutôt, mais ensuite il s'est bien calmé. Il prend une 7ème place. Bon, je crois qu'il pouvait pas faire mieux ce week-end. Très clairement, mais ça a vraiment été un Grand Prix intéressant pour le Sud-Africain. C'est quand même encore inquiétant pour Miguel Oliveira. Lui finit 6ème du championnat du monde, comme Miguel Oliveira fait 14ème. L'écart de points entre les deux est quand même assez grand. Il y a eu un écart de performance, surtout sur la deuxième moitié de saison, qui a été quand même assez dingue, avec un Miguel Oliveira qui n'était pas du tout dans le coup. On reviendra là-dessus, notamment sur les bilans de fin d'année. On continue avec les pilotes au top, et du côté des pilotes au top, on va parler de Ducati et de Jorge Martin. On va faire un gros point Ducati qui a été quand même assez incroyable ce week-end. J'ai trouvé, c'est quand même un circuit qui ne convenait pas à Ducati, même à l'époque de Casey Stoner. Il n'y a aucune Ducati qui a bien performé sur cette piste. Depuis l'arrivée du constructeur italien il y a quasiment 20 ans. Donc voir
ce qu'ils ont réussi à faire avec cette moto cette année, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à rendre cette moto beaucoup plus polyvalente qu'elle ne l'était. On voit aussi qu'il y a un travail important fait par Casey Stoner en tant que coach. On en avait déjà parlé du côté de l'Algarve, mais là encore à Valence, il a fait un très très bon travail. Et sur cette dernière partie de saison, il a une part également dans les résultats qu'a eu la firme italienne Casey Stoner. Parce que c'est vrai que même Jack Miller, qu'on a vu beaucoup plus aux avant-postes, voilà, il a été très très bon Casey Stoner. Cette machine est beaucoup plus polyvalente qu'auparavant. Et c'est vrai que Ducati a fait une très très bonne année. Et pour dire qu'ils ont fait quand même une bonne année, c'est qu'à part Luca Marini, tous les autres pilotes Ducati sont montés au moins une fois sur le podium. Que ça soit Jorge Martin, que ça soit Zarco, que ça soit Bastianini, que ça soit Banaya, que ça soit Miller, ils sont tous au moins montés sur le podium une fois. Et ça montre la polyvalence, parce que autant de pilotes avec quand même des styles différents qui sont pas similaires arrivent à s'en sortir avec cette machine. C'est vraiment du bon travail. Et puis, de toute manière, Marini, il a peut-être pas fait podium en course, mais il a fait des premières lignes aussi en qualification. Et c'est à noter, notamment en fin d'année. Donc, tous les pilotes, presque, ont réussi à performer avec cette moto. Ce qui montre la polyvalence par rapport aux années précédentes où chez Ducati, on avait un pilote qui s'en sortait, 2 pilotes, mais rarement 4 ou 5. Malgré le nombre de motos qui étaient présentes. L'année dernière, Zarco, ça avait été régulier. Il y avait Jack Miller, en fait, qui avait réussi à s'en sortir avec... pas Jack Miller, il y avait eu Dovizioso qui avait réussi à s'en sortir un peu avec cette machine, et encore les années d'avant. Jack Miller, si, quand même chez Pramac, qui s'en sortait, mais c'était aussi irrégulier. C'était un peu comme Zarco. Du côté de l'année, ça a été beaucoup plus régulier dans les résultats, même si Jack Miller a gâché quand même des occasions au niveau du classement général, mais ils ont vraiment fait une très belle année. Et tu regardes qu'il y a quand même 3 Ducati dans les 5 premiers pilotes au championnat. C'est quand même pas indéniable que la saison de Ducati a été excellente. Donc chapeau du côté de la firme italienne. Il leur manque que le titre pilote cette année, parce qu'ils ont remporté le titre constructeur et le titre par équipe, ce qui montre encore une fois aussi la force de cette marque. C'est le bien qu'ils cherchent depuis des années. De toute façon, le titre pilote, depuis la victoire de Casey Stoner, ils n'ont pas regagné un titre pilote. Ils courent après ça depuis maintenant de nombreuses années. Les 2e places de Vizioso notamment. Mais je pense qu'ils sont quand même sur la bonne voie. On verra l'année prochaine si Yamaha arrive à faire progresser son moteur. Mais s'ils n'arrivent pas à faire progresser le moteur, je crains que Fabio Quartararo ait du mal à conserver son titre, si surtout la machine reste aussi polyvalente. On passe désormais au flop, au bonnet d'âne. Du côté des flops, je commence avec Alex Rins, nouvel abandon en course. Compliqué quand même, Alex Rins, et cette course c'est un peu le résumé de son année, c'est-à-dire qu'il a surpiloté pour moi beaucoup trop, peut-être pas à l'aise avec la Suzuki, pas en maîtrise. On sait que même Mir a eu parfois des week-ends difficiles, Il disait du côté de chez Suzuki des gros problèmes d'électronique, mais c'est vrai que Rins, l'écart avec son équipier est quand même hyper important. C'est-à-dire qu'autant Mir a réussi à être régulier, même s'il lui manque un top résultat dans son année à Mir, autant Rins, ça a été quand même dur, quoi. Pas de podium cette année. Si, un seul podium, cette année, c'était à Silverstone, sur une piste où il a toujours été bon. Mais surtout, énormément d'abandons, de chutes. Et surtout souvent devancé par son équipier, même quand il a été performant Rins, sur le week-end où il était performant, il a rarement devancé Joan Mir, et c'est là un petit peu la déception pour le pilote espagnol, qu'on attendait quand même, moi j'attendais au tournant Alex Rins, suite à sa saison 2020 où il avait vraiment raté son début d'année, et où il avait un peu payé les pots cassés après sur la fin de saison, où il avait dû jouer un peu d'équipier où il n'avait pas eu sa carte pour jouer vraiment le championnat, parce que Mir était parti devant avec Quartararo, que lui était un tour derrière. Mais là cette année c'est quand même un mauvais classement, seulement 12e du championnat du monde pilote.
Et puis même ça a nuit notamment au championnat équipe de Suzuki, ça a nuit également au championnat constructeur de Suzuki parce que c'est Mir qui a apporté la majorité des points sur ces classements-là. Ils n'ont pas eu un duo de pilotes homogène et c'est vrai que Rins, cette chute, on le voit, hein, avant de tomber, il commence à forcer sur l'avant de sa machine parce qu'il veut récupérer la Ducati. Et ce qui fait qu'il n'a pas récupéré la Ducati et qu'il a complètement abandonné parce qu'il perd l'avant subitement et parce qu'il arrive Mach 12 quand même dans ce virage-là. Si vous regardez les ralentis, il arrive beaucoup trop vite parce qu'il surpilote. Et c'est un vrai problème pour Alex Rins cette année et même l'année précédente. C'est que quand la machine va bien, il s'en sort. Par contre, dès qu'il est un peu en difficulté avec sa machine, il veut trop en faire. Trop forcé au niveau du pilotage et là c'est bim bam badaboum, c'est la chute assurée et il est même 13e du championnat du monde pilote, j'ai dit 12e, c'est 13e et ce qui fait que il perd énormément de points et que en plus il récupère assez peu de données Suzuki pour aider Rins parce qu'il a quand même chuté beaucoup trop de fois. Donc c'est là-dessus, il va devoir progresser Alex Rins dans l'année suivante. On continue du côté des pilotes flop avec Oliveira, qui reste aussi un pilote que j'ai beaucoup mis en flop cette année. Miguel Oliveira, là aussi un Grand Prix où il n'était pas du tout dans le coup, 14e, surtout comparaison de Brad Binder également. C'est quand même un pilote qui a été décevant cette année, Miguel Oliveira, rarement dans le coup, et ça c'est un peu triste parce que pilote de qualité, mais qui n'a pas réussi à performer cette année. J'aurais aimé mieux de la part de Miguel Oliveira, et donc c'est là-dessus où je retiens quand même des résultats assez décevant du pilote portugais. Et cette course à Valence confirme un petit peu cette deuxième partie de saison qui a été très difficile depuis le Grand Prix d'Autriche, depuis la reprise au mois d'août où ça a été très compliqué avec très peu de points marqués, seulement 3 résultats dans les points et meilleure place 11e, c'est-à-dire qu'il a marqué très peu de points sur sa deuxième partie de saison, Miguel Oliveira, ce qui est quand même très très décevant et ce qui est quand même aussi assez inquiétant de ce côté-là. On continue avec le dernier pilote flop de l'année, j'ai envie de dire, dans ces derniers débriefs de la saison. Nakagami. Moi j'attendais beaucoup de Nakagami ce week-end parce que déjà l'année dernière il avait fait une très belle course à Valence et puis aussi parce que du fait qu'il n'y avait pas les deux titulaires, surtout il manquait un titulaire, Marquez avec son problème au niveau des yeux, comme quoi j'avais bien raison de critiquer Randy Depugné la dernière fois parce que qui a dit grosso modo que Marquez il nous en fumait pas du tout, et que le programme était même plus grave que ce que j'avais annoncé parce que c'est un programme qui est très très grave pour Marquez qui voit double, ce qui est quand même pas terrible. Et du côté de Nakagami, j'attendais de voir ce que ça pouvait donner là on va dire avec un peu plus de responsabilité, notamment pour le titre constructeur, et puis il a fait une erreur un peu bête, il perd l'avant quasiment, je crois que c'est le même virage que Rins même, je crois. C'est le même virage que Zarco, quand Zarco se fait dégommer par Iker Lecuona, c'est le même virage. Mais du côté de Nakagami, la saison a pas été facile, avec certes une moto Honda où ils ont eu du mal à s'adapter à cette machine, beaucoup de chutes, puis il y a un équipier qui ne l'a pas vraiment aidé non plus, en tombant encore plus que lui, donc c'est vrai que Lucio Cecchinello, je pensais qu'à un moment il allait prendre le cadavre de l'un pour frapper l'autre, quasiment, parce que c'était... il n'en pouvait plus. On voyait à chaque fois que je voyais en interview, que ça soit pour des télés étrangères ou pour Canal+, c'était assez dingue. Et Nakagami, sur ce Grand Prix, c'est aussi un petit peu un résumé de sa saison, quoi. Ça a été une longue déception et une année très compliquée pour le pilote japonais. On attend beaucoup mieux de lui l'année prochaine. Et il a montré qu'avec une moto compliquée, il avait du mal à s'en sortir. Il y a eu quand même quelques bons résultats, mais il lui manque là aussi un résultat sur le podium en fait cette année. À Nakagami, il y a une 4e place, une 5e place qui aurait pu un peu sauver sa saison. Alors il a été régulier,
mais comme il l'est souvent, il y a quand même eu plus de chutes que les années précédentes. Un peu moins de courses où il a été moins bon. C'est vrai il a cette faculté, Nakagami, à être régulier sur tous les circuits. Bah là, ça a été un peu moins le cas même cette année de ce côté-là. Et puis seulement 15e du championnat du monde pilote. Et puis assez loin de Miguel Oliveira. Et pourtant, Miguel Oliveira n'a pas fait une bonne saison. Donc là aussi, c'est un petit problème de ce côté-là. Avant de conclure cette vidéo, on va faire un dernier point avec le championnat du monde de constructeurs, enfin les différents championnats du monde pilote. Je vous montre à l'écran le championnat du monde pilote. Donc Fabio Quartararo, champion du monde, Bagnaia, vice-champion du monde, Joan Mir, troisième, qui a quand même fait une saison solide, même s'il était déçu de sa saison. Surtout, il a été très régulier quand même dans le top 10. Il n'a pas eu à part des abandons, il n'a pas eu de résultats en dehors du top 10 quand il a fini les courses. Jack Miller, Johann Zarco. Donc voilà, Johann Zarco qui finit 5e derrière Jack Miller. On retrouve ensuite Brad Binder, Marc Marquez, Alexis Espargaro, Jorge Martin, premier débutant. Merci le podium sur ce Grand Prix. Il rentre dans le top 10 de la saison au niveau du championnat du monde de pilote. On retrouve ensuite Vignales, Bastianini, 11e, Paul Espargaro qui est un peu le perdant de ce week-end, 12e, Alex Rins, 13e avec Oliveira, Nakagami, Alex Marquez, Franco Morbidelli. Valentino Rossi finit 18e dans son dernier championnat du monde devant Luca Marini. Et puis on termine avec Iker Lecuona et Danilo Petrucci avec 39 et 37 points. C'est donc Danilo Petrucci qui est le dernier au classement du championnat du monde pilote pour les pilotes qui ont réalisé toute la saison en intégralité. On passe au championnat du monde constructeur avec Ducati, champion du monde assez largement, grâce aux mauvais résultats de Yamaha sur ces 3 dernières courses. On voit quand même que à chaque fois, il a fallu du grand Fabio Quartararo pour apporter des points à Yamaha. C'est lui qui a apporté la majorité des points au niveau du classement constructeur. On retrouve ensuite Suzuki, Honda, KTM et Aprilia. Et puis du côté du championnat du monde par équipe, eh bien c'est Ducati qui remporte ce championnat avec 53 points d'avance sur Yamaha, qui paye sa fin de saison compliquée. Et le fait d'avoir surtout Fabio Quartararo qui a marqué des points. On retrouve ensuite Suzuki avec 307 points, puis Pramac, Repsol, Honda avec 250 points 5e, puis KTM, LCR, Avintia qui finit quand même 8e, très bon championnat d'Avintia, et Aprilia 9e. Ça s'est pas joué pour grand chose pour que Aprilia passe devant Avintia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette saison avec tous les débriefs également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc pour les awards, donc d'ici une quinzaine de jours, le début également des bilans MotoGP. Et puis, n'oublions pas également la vidéo hommage sur Valentino Rossi également qui va arriver. Et puis la vidéo sur Fabio Quartararo. Donc on a encore pas mal de vidéos MotoGP d'ici décembre, d'ici la fin d'année. Il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne. Là, j'ai un programme qui est extrêmement chargé. Je vais faire un burn-out d'ici janvier 2022. Allez, j'espère que vous avez aimé tout ça. Et puis, donc, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!